Comment intégrer des plantes sauvages comestibles dans ton jardin? C'est ce qu'on va voir dans ce podcast, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment est-ce que tu vas pouvoir faire pour avoir un jardin avec beaucoup moins d'entretien, un jardin plus minimaliste qui revient à l'essentiel. Et voilà, au programme, donc on va voir qu'est-ce que tu dois faire la première année, la deuxième année et la troisième année pour intégrer plus de plantes sauvages. Donc voilà, c'est un programme que j'ai fait sur 3 années où tu as vraiment 3 étapes en fait pour aller vers un jardin qui soit plus qui contient plus de plantes sauvages comestibles et celles surtout que tu préfères. On va parler un petit peu d'identification des plantes, on va voir aussi comment est-ce que tu peux faire pour faire un inventaire, un inventaire qui va te permettre de faire un calendrier de récolte à l'avenir. On va aussi voir comment faire et planifier tes premières cueillettes, on va voir comment t'équiper pour faire sécher et stocker tes plantes. On va aussi parler de comment est-ce que tu vas favoriser les plantes que tu préfères. Et c'est déjà pas mal, c'est un bon programme bien chargé, donc je t'invite à te poser tranquille. Et si ce podcast te plaît, si ce podcast t'as envie de le partager, hésite pas à le faire, ça soutient, et laisse un petit pouce en bas de cette vidéo si t'es sur YouTube. Et aussi, n'hésite pas à laisser des étoiles si t'es sur Spotify ou Apple Podcast. Donc c'est parti, et on va commencer par parler un petit peu des avantages, parce que souvent on se rend pas compte des avantages que ça apporte à laisser plus de plantes sauvages se développer dans son jardin. En fait, il y en a plein d'avantages. Il y a des avantages écologiques, économiques, et aussi des avantages qui sont plus humains, tu verras. Et donc on va rapidement parler de tout ça avant de passer comment tu vas faire tout ça les premières années, etc. Donc déjà, le premier avantage, c'est que tu vas pas avoir besoin de faire d'entretien supplémentaire. Et aussi, tu vas pas avoir besoin de rapporter des ressources supplémentaires. En gros, il n'y a pas besoin de préparer le sol, il n'y a pas besoin d'arroser, il n'y a pas besoin d'avoir de récupérer de l'eau pour aller arroser ou d'apporter de l'eau pour arroser les plantes sauvages. Le sol, il se prépare tout seul, l'arrosage aussi, les plantes, elles se débrouillent toutes seules. Il y a juste à laisser faire. Pas besoin d'emmener d'engrais, pas besoin d'enrichir son sol. Vraiment laisser faire la nature, et elle sort des plantes naturellement adaptées au sol, au terrain, à l'environnement. Et les plantes, elles germent quand les conditions sont réunies pour qu'elles puissent se développer. Donc une fois qu'elle a germé, la plupart du temps, elle est là en mode autonome, quoi. Elle n'a pas besoin de notre intervention, de ton intervention. Donc ça, c'est un avantage écologique. Un autre avantage, c'est que le fait que tu les laisses pousser, ça va maintenir la biodiversité, et donc ça va respecter les cycles naturels. Ça va aussi aider à ce qu'il y ait moins d'érosion, que ton sol reste bien maintenu, les plantes sauvages, elles maintiennent le sol aussi. Et le fait de laisser plus de biodiversité, de maintenir cette biodiversité, ça va t'apporter plus d'insectes bénéfiques. Et quand je parle d'insectes bénéfiques, je parle de pollinisateurs qui vont t'aider à faire fructifier tes légumes au potager, qui vont aider aussi à faire fructifier tes arbres fruitiers. Ça va aussi attirer plus d'auxiliaires, comme les coccinelles par exemple, ou des oiseaux qui sont aussi très bénéfiques au potager ou au verger. Et en plus, l'avantage d'avoir ces plantes sauvages qui sont naturellement adaptées à ton environnement, c'est que elles sont aussi donc naturellement adaptées à ces auxiliaires, à ces pollinisateurs. Par exemple, les abeilles qui sont naturellement présentes dans ton jardin, elles sont naturellement adaptées aux fleurs qui vont pousser naturellement. Elles vont avoir la langue là pour aller récupérer le pollen ou le nectar qui va vraiment être adapté à la forme de la fleur pour aller récupérer tout ça. Donc c'est vraiment un avantage également, et aussi écologique surtout. C'est vraiment aussi, tu vas préserver cette biodiversité et la maintenir. Ensuite, il y a aussi, tu vas faire des économies en temps et en argent. Donc pour multiplier, pour avoir des plantes sauvages dans son jardin, il n'y a pas besoin de les acheter, il n'y a pas besoin de les planter, il n'y a pas besoin, comme je disais, pas besoin de faire de l'entretien. Donc vraiment, c'est hyper économique en temps et en argent. Et en plus de ça, il y a aussi cette période creuse qu'on remarque souvent quand on fait du potager, qui est à peu près en mars
au-delà de l'hiver, hein, si on n'a pas préparé son potager, si on n'a pas préparé ses cultures pour avoir des récoltes en hiver, ça se comble, on va dire, la petite période creuse de l'hiver, ça se comble en faisant des semis à la fin de l'été pour avoir des plantes comestibles l'hiver et au printemps. Mais il y a toujours cette période creuse là qui est en général en mars, avril, où on a vite fait voilà les dernières récoltes de l'hiver qui se terminent, et on a commencé à faire des semis, mais on a toujours pas de récolte, donc voilà. Ça peut être intéressant, en plus à cette période où les plantes sauvages, il y en a plein à récolter. T'as le pissenlit, t'as les primes verts, t'as plein de plantes sauvages que tu peux récolter en mars-avril. Donc voilà, ça va te faire aussi, ça va te compléter un peu cette recherche d'autonomie que tu as certainement si tu m'écoutes, hein, et qui va combler un peu ce potager entre guillemets 4 saisons où on va essayer d'avoir des plantes toute l'année, pendant toutes les saisons, à manger pour son autonomie alimentaire. Et aussi, ça va donc t'aider à revenir à l'essentiel. Je parlais d'avantages au niveau humain. C'est que ça va t'aider donc à avoir plus d'autonomie alimentaire et diversifier tes récoltes. Tu vas pouvoir cultiver autre chose que les plantes habituelles qu'on a l'habitude de cultiver, comme qui sont en général, quand on commence aussi le potager, on va essayer de cultiver des plantes faciles à cultiver comme la fraise, les tomates, etc., les radis. Et voilà, du coup, ça va te permettre aussi d'avoir plus de diversité dans ton autonomie alimentaire. Et pareil, ça peut t'aider dans ton autonomie santé avec les plantes, avec les vertus médicinales des plantes. Tu vas pouvoir te faire des remèdes, des baumes, des huiles de massage, des huiles, plein de trucs. Et voilà. Ça va aussi te permettre de reconnecter et faire perdurer des savoirs anciens. Voilà, les connaissances ancestrales des anciens qui sont justement les vertus médicinales et plein d'autres utilisations qu'on avait avec les plantes dans le passé. On les mangeait, on s'en servait pour soigner, on s'en servait pour se couvrir, pour s'abriter, pour se protéger. Enfin voilà, ça permet aussi quand on laisse plus de place aux plantes sauvages et qu'on s'y intéresse, on redécouvre des anciens savoirs, des savoir-faire anciens et des connaissances ancestrales, et c'est très très bénéfique pour ça fait du bien quoi. Et donc ça fait revenir à une forme de simplicité, on retrouve ce lien qu'on a avec la nature, et on est plus dans la cohabitation avec le vivant que dans la maîtrise, et c'est assez important quand on est en recherche de jardinage plus écologique, plus permaculturel. Bref, et aussi, ce qui est intéressant, c'est que nutritivement, c'est supérieur, hein, c'est plus nutritif les plantes sauvages, parce que c'est des plantes qui sont naturellement adaptées au terrain là où elles poussent. Elles sont capables de survivre sans toi, donc voilà, elles n'ont pas besoin d'être dopées, donc du coup elles vont être plus efficaces dans le fait de puiser les nutriments dans le sol. Ça me fait penser à un dicton, une citation que j'avais entendue, je crois, dans une conférence de Grégory Derville, et qui disait, dans l'agriculture moderne, en fait l'agriculture moderne, elle tue ce qui veut vivre et elle garde en vie ce qui veut mourir. Donc en gros, l'agriculture moderne, elle tue ce qui veut vivre, donc les mauvaises herbes, les champignons, les microbes, les maladies, et elle fait tout pour garder en vie ce qui veut mourir. Donc en gros, on a souvent des plantes qui sont malades et on va essayer de mettre de l'engrais, on va essayer justement de mettre des produits pour éviter les maladies, les champignons, et en fait voilà, donc c'est un peu l'agriculture moderne, elle est un peu inversée dans le modèle naturel, et voilà, et du coup on a quand même des plantes qui sont naturellement adaptées, qui vont pas avoir besoin de notre coup de main, de notre appui pour être en bonne santé et développer des récoltes nutritivement vraiment très intéressantes. Ensuite, voilà, on essaye je veux pas partir non plus trop loin dans les explications, mais souvent on sélectionne des plantes, les plantes qu'on a au potager, elles sont très bien, mais voilà, on fait aussi de la sélection, on les sélectionne pas forcément pour qu'elles soient plus autonomes,
Du moins aujourd'hui, ce qu'on a, c'est pas forcément des plantes qui sont là pour être autonomes, mais des plantes qui sont là pour avoir des gros fruits, des fruits qui se conservent longtemps, etc., etc. Et du coup, c'est des plantes qui sont moins autonomes et du coup, voilà, les plantes sauvages, ce qui est intéressant, c'est elles sont plus autonomes. Donc il y a moins besoin d'intervenir et voilà, elles sont plus en lien avec le sol, avec les mycorhizes notamment, qui sont des champignons du sol, qui vont leur permettre d'aller puiser encore plus loin, plus profond, et même de s'échanger des nutriments entre elles, et même se défendre, etc., etc. Voilà, on va pas trop rentrer dans les détails ici, et on va passer rapidement à l'intégration des plantes sauvages. Comment tu vas faire pour intégrer? Je parlais au début de podcast de ces 3 années. Voilà, je pense que c'est je pense que tu peux envisager, sur 3 ans, de commencer vraiment à avoir une bonne gestion des plantes sauvages et commencer à les récolter, commencer à prendre tes habitudes, à les intégrer de plus en plus dans ta manière de jardiner et dans ta consommation, dans tes récoltes. Et donc voilà, l'année numéro 1, si tu veux commencer à intégrer plus de plantes sauvages, donc cette année, peut-être l'année prochaine, l'année numéro 1, je te conseille de la consacrer sur l'identification et l'inventaire. C'est vraiment hyper important de commencer tout par savoir qu'est-ce qui pousse naturellement et de noter quelque part tout ça pour qu'ensuite tu puisses t'organiser pour les récoltes et aussi tu vas avoir pour plein d'autres choses. Mais voilà, donc la première année, ce que tu fais, c'est que tu laisses naturellement pousser les plantes le plus possible. Je t'invite à réécouter le podcast sur la tonte différenciée. Tu en trouveras, j'ai fait 1 ou 2 podcasts, ils sont même sous forme d'articles, tu marques tonte différenciée, le potager minimaliste, et tu devrais trouver mes articles. Et du coup, voilà, le fait de pratiquer cette manière de tondre son gazon qui va laisser plus de plantes sauvages, ça va te permettre de faire ces identifications et cet inventaire. C'est vrai que la première année, ça va laisser beaucoup de nature sauvage. Ton voisin va peut-être pas être forcément content, mais tu verras, c'est sympa et puis voilà. Donc, ce qui est avantageux avec ça, c'est que tu vas pouvoir mieux comprendre ton sol aussi, parce que les plantes, elles sont bio-indicatrices naturellement, donc tu vas pouvoir, en plus, si tu as déjà fait des analyses de ton sol avec, tu sais, si tu as fait le test du bocal pour savoir si ta terre elle est argileuse ou plutôt sablonneuse, etc., avec les plantes sauvages que tu vas laisser, tu vas avoir encore plus d'informations sur certains endroits, s'il y a des microclimats, sur où en est ton sol au niveau des différentes successions écologiques, qu'est-ce que les plantes disent sur ton sol, et tu vas encore pouvoir aller plus loin qu'un simple test de structure de ton sol. Voilà, c'est bien de savoir que son sol est à peu près argileux, et mais aussi c'est bien d'avoir d'autres informations, et ça les plantes elles en donnent énormément d'autres d'informations. D'ailleurs, je te recommande encore le livre de Gérard Dussert, qui est l'encyclopédie des plantes bio-indicatrices, où là, tu as 3 tomes, et il revient sur la plupart des plantes qu'on a en France et en Europe de manière générale, et il donne les caractéristiques bio-indicatrices de chaque plante. Donc c'est une encyclopédie, comme son nom l'indique, et c'est vraiment intéressant. Alors tu peux utiliser pour identifier les plantes l'application PlanteNet. Pareil, j'ai fait un tuto, enfin tu verras PlanteNet, je pense que tu connais d'ailleurs. C'est une application avec une photo, tu peux reconnaître les plantes. C'est bien, ça donne quelques pistes, mais voilà, faut toujours aller un petit peu plus loin pour être sûr qu'on est sur la bonne plante, vraiment trouver les clés de détermination, comme on appelle ça, pour vraiment être sûr qu'on est sur la bonne plante, surtout quand on envisage de consommer cette plante au niveau alimentaire ou pour se soigner. Donc c'est vraiment important d'être sûr à 200%. T'as le guide des fleurs sauvages, qui est un bon bouquin. Il y a à peu près 2000 espèces de plantes, et t'as la période de floraison qui est notée, t'as l'habitat, la répartition, et tu peux un peu en savoir plus sur ces plantes. T'as aussi le guide de la chaux, des fleurs de France et d'Europe, où là t'as 1900 espèces, pareil avec des détails sur les clés de détermination. Et il y a aussi un petit bouquin, j'en parle de temps en temps, qui est pas très connu, c'est la flore des campagnes de Zdenka
Podashka, je sais pas comment ça se prononce. Je crois que c'est peut-être polonais, je sais pas du tout. Et ça s'appelle la flore des campagnes. Et là, t'as des dessins en aquarelle, je crois, des magnifiques dessins de toutes les fleurs des campagnes. On reconnaît vraiment hyper bien les fleurs. Si t'as pas encore l'œil ajusté, vraiment ce bouquin il est très bien et ça va vraiment t'aider à reconnaître certaines plantes. Je crois pas qu'il y a marqué toutes les clés de détermination, mais il y a vraiment pas mal de plantes qu'on arrive à reconnaître et à mettre un nom dessus, quoi. C'est vraiment intéressant. D'autres choses que tu peux aussi la première année que tu peux noter, c'est quel est l'intérêt comestible, quel est l'intérêt médicinal de la plante. Une fois que tu l'as identifié, hein, tu peux marquer quel intérêt comestible, quel intérêt médicinal, comme ça après ça te permettra de revenir dessus et de te dire est-ce que c'est intéressant ou pas pour moi de garder cette plante, de les favoriser dans mon jardin. Pardon. Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est de noter l'emplacement où tu trouves les plantes. Et aussi, tu peux noter, par exemple, le degré de présence, quoi. S'il y en a un petit peu, s'il y en a moyennement, ou s'il y en a beaucoup. Pour ça, ce que tu peux faire, ça peut être d'avoir, par exemple, tu sais, soit un plan papier de ton terrain, avec les délimitations et les différents endroits de ton terrain. Et ce que tu peux faire, tu peux le quadriller, comme ça, ton terrain. Et pour les colonnes, tu peux faire A, B, C, D, E, F, G, etc. Et pour les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, et du coup, tu peux facilement te reporter, ou par exemple, tu vas trouver beaucoup d'orties en B4, et tu vas regarder sur ton plan B4, et tu vas retrouver la zone où il y a toutes ces orties, et pareil, ça va t'aider pour après organiser tes récoltes, organiser, surtout tes récoltes, et savoir où sont les plantes pour aussi les aider à se multiplier. On verra tout ça juste après là. Et donc voilà, tu peux aussi utiliser, tu sais, une vue satellite. Là, tu peux aller sur Google Maps, mettre la vue satellite et faire une capture d'écran. Et après, pareil, tu refais un quadrillage. Et ça peut être aussi, si t'as pas envie de le faire sur le papier, tu peux le faire aussi au niveau de ton ordinateur ou de ton téléphone. Et aussi, ce que tu peux noter, c'est les périodes de récolte. Voilà. Donc, si tu as la flemme de faire ça, je t'ai fait un petit tableau pour justement faire cet inventaire. T'as plus qu'à le télécharger. Le lien, il est dans la description. Et t'as plus qu'à le télécharger. Et après, t'as juste à l'imprimer. Ou sinon, tu peux le recopier sur un papier à toi. Et comme ça, t'as juste à l'imprimer autant de fois que tu veux. Et tu peux faire comme ça ton inventaire des plantes. Et tu pourras mettre toutes les infos là que je viens de te dire. Et voilà, ça t'évite de le faire. Et voilà, c'est ton tableau d'inventaire finalement de plantes sauvages pour ton jardin. Donc le lien est dans la description. N'hésite pas à aller le télécharger. Donc une fois que ton inventaire sera terminé, comme je te disais, tu vas pouvoir t'en servir pour faire un calendrier de récolte et de cueillette qui soit vraiment détaillé et du coup faire plus faire plus de récoltes tout simplement. Donc ça, on arrive sur la deuxième année. Tout ça, c'était la première année. Voilà, t'es là, tu observes, tu vois ce qu'il y a, tu prends des notes, tu fais des relevés. Et la deuxième année, tu vas faire tes premières cueillettes. Donc déjà, ce qu'il faudra faire, vu que tu as fait de la tonte différenciée la première année, la deuxième année, tu vas adapter cette tonte différenciée en fonction de, justement, ce que tu auras noté dans ton tableau au niveau des périodes de récolte, de cueillette, enfin des plantes que tu veux conserver surtout. Et déjà pour la première année, après tu pourras affiner ta tonte différenciée aussi en fonction de, voilà, une fois que tu as fait ta cueillette, après tu pourras peut-être aller tondre, faire faucher au moins une fois ou deux dans l'année. Voilà, je t'invite à te reporter au podcast sur la tonte différenciée. Et voilà, la tonte différenciée, c'est un peu délicat comme sujet à aborder parce qu'au final, on se rend compte que chaque année, en fait, on va faire évoluer notre tonte différenciée aussi en fonction des saisons. D'ailleurs, je faudrait que je fasse un podcast là-dessus. Mais voilà, donc la deuxième année, tu vas adapter ta tonte différenciée pour pouvoir justement établir un calendrier un peu plus... justement, tu vas prendre ton calendrier pour adapter ta tonte différenciée. Et voilà. Donc ensuite, ce qu'il faut, c'est s'équiper en matériel de cueillette, en matériel de séchage, en stockage.
c'est pas compliqué. Je vais pas rentrer en détail là-dessus dans ce podcast. Je t'invite à t'abonner. Bientôt, je ferai un épisode complet sur la cueillette et le séchage des plantes sauvages comestibles. Vraiment un guide complet de A à Z. Et voilà, mais en gros, en matériel de cueillette, il n'y a pas besoin de grand-chose. Un petit couteau. Pour le séchage aussi, tu verras, c'est pas si compliqué que ça. Il n'y a pas besoin d'avoir du gros matériel. On peut facilement commencer à faire sécher ses plantes avec 2-3 bouts de bois. Tu verras, c'est pas très très compliqué. Et pour le stockage aussi, voilà, il n'y a pas besoin de, finalement, on peut faire tout ça soi-même avec du matériel de récup. Et voilà, on en parlera plutôt dans un prochain podcast. Donc je t'invite à t'abonner et ça sortira très bientôt. Donc voilà, la deuxième année, tu vas faire tes premières cueillettes. Et ensuite, on arrive à la troisième année. Et finalement, toutes les autres années, après, ça va être la même chose. En fait, tu vas essayer cette fois-ci de favoriser. Parce que les 2 premières années, tu auras vraiment pris l'habitude des plantes. Tu auras pris l'habitude des différents endroits où il y a les plantes que tu aimes. Et donc cette année et les prochaines années, le but, ça va être de favoriser les plantes que tu veux davantage. Et donc tu vas devoir commencer à apprendre à les multiplier, donc à récolter les graines, à savoir quand est-ce qu'on récolte la graine, comment est-ce que il faut avoir plusieurs, comment expliquer, est-ce qu'il y a besoin d'avoir des mâles ou des femelles, est-ce qu'il y a besoin que la pollinisation soit croisée, etc. Tu peux aussi multiplier les plantes en faisant des boutures. Tu peux aussi tout simplement les favoriser à d'autres, tout simplement par rapport à leur cycle, ou si par exemple tu veux moins d'orties, tu vas peut-être pouvoir les couper à un certain moment pour favoriser d'autres plantes en laissant plus de lumière à certaines plantes. Tout ça, tu verras, ça se fera aussi petit à petit. Le but, c'est souvent quand on se demande souvent, oui, qu'est-ce que je dois garder comme plante ou pas, mais en fait, on se rend compte que la question, faut pas se la poser comme ça, en fait, c'est plutôt quelles sont les plantes que je veux plus vraiment avoir dans mon jardin, et c'est à ce moment-là qu'on arrive à mieux favoriser les plantes qu'on veut, bizarrement. C'est en se concentrant sur d'abord les plantes qu'on veut moins, et en essayant justement de moins les avoir, donc en les coupant, ou en essayant de les limiter, quoi, tout simplement. Comme par exemple le liseron, en général c'est une plante qu'on veut moins, donc on va se concentrer d'abord sur cette plante, en essayant de l'enlever, de la faire disparaître entre guillemets, ou du moins de la limiter, et naturellement on va avoir d'autres plantes qui vont émerger, et dans ces autres plantes, peut-être qu'il y en aura d'autres qu'on voudra pas, et en fait c'est plus efficace de se concentrer sur les plantes qu'on veut pas que sur les plantes qu'on veut. Mais voilà, si on veut aussi les récolter, les utiliser, il faut aussi se concentrer sur les plantes qu'on veut. Donc là, c'est intéressant aussi de savoir les identifier, et après de connaître les différentes utilisations qu'on peut en faire. Mais voilà, c'est 2 choses un peu différentes. Mais quand on est là à jardiner, vaut mieux se concentrer sur celles qu'on veut pas, et les bloquer un petit peu. J'espère que c'était à peu près compréhensible tout ça. Et donc voilà, la troisième année, apprendre à les multiplier, c'est hyper important. Et aussi, tu vas essayer d'apprendre à créer des milieux qui sont favorables pour ces plantes. Alors, les plantes, la plupart du temps, elles vont pousser tout le temps au même endroit. Si par exemple tu as des orties qui poussent à un endroit, souvent elles sont à un endroit où il y a suffisamment de soleil, c'est plutôt ensoleillé, mi-ombre. Et souvent aussi ça peut être en bord de forêt, sur des talus, et en fait ce qu'il va falloir aussi apprendre, c'est créer des milieux qui sont plus favorables. Si tu veux que ces plantes elles puissent se multiplier dans ton jardin, eh bien il va falloir comprendre qu'est-ce qui fait que le milieu dans lequel elles ont poussé naturellement, quelles sont les caractéristiques de ce milieu. Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce que c'est plutôt sec? Est-ce que c'est plutôt humide? Est-ce que c'est plutôt un tel ou tel type de sol? Et une fois que tu auras compris ça, en fait tu vas essayer de créer les mêmes milieux un peu plus régulièrement, régulièrement dans ton jardin, par exemple en essayant de faire en sorte qu'une zone soit plus humide, ou au contraire plus sèche, etc., etc.
Donc ça, c'était surtout pour intégrer cette notion de design que je répète assez souvent, et qui est que l'énergie, c'est un flux qui ne peut être que conservé ou redirigé. On parle souvent surtout avec la transition écologique, avec les énergies renouvelables et tout, on parle souvent de production ou de consommation d'énergie. Alors qu'en fait, personne n'a produit ou consommé de l'énergie. L'énergie, elle est déjà là, elle circule, et en fait, on peut juste la rediriger ou la stocker, ou on va dire la ralentir à un moment, mais on peut pas créer ou consommer de l'énergie. Voilà, c'est une façon de voir l'énergie, et en fait, cette façon, ça permet de mieux l'appréhender. Donc je t'invite vraiment à peut-être écouter ce passage, mais c'est vraiment intéressant de changer sa façon de voir l'énergie, de voir, quand je parle d'énergie, je parle de l'eau, je parle du vent, je parle de ces énergies qui nous intéressent au jardin, et voilà, on peut jouer un petit peu avec, on peut pas forcément changer le climat ou la météo, mais on peut jouer un peu avec ça, et créer des milieux qui soient justement un peu plus favorables aux plantes qu'on veut multiplier. Donc ça, pareil, ça sera avec le temps, on est déjà à la 3e année, ça sera la 4e, 5e, 6e année. Le jardin, c'est une histoire de long terme, et on pose d'abord les bases, et ensuite on vient sur le détail, voir comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça. Donc voilà, n'oublie pas de télécharger ton tableau, le lien est dans la description, le tableau d'inventaire, et voilà, n'hésite pas aussi à me faire un retour si ça t'a bien aidé, si c'est tout bon pour toi. Et voilà, tu peux aussi découvrir sur mon site plein d'articles sur les plantes sauvages, j'en ai sorti pas mal là ces derniers mois, donc n'hésite pas à aller les voir. On parle des utilisations, on parle des utilisations médicinales, comestibles, on parle de la menthe, de la récolte de tilleuls, de pas mal de choses, donc n'hésite pas à aller voir ça sur le potagerminimaliste.fr, tu vas dans articles sur les plantes sauvages, et tu verras, il y a différentes catégories. Et je vais terminer ce podcast par une citation de Thierry Thévenin, un botaniste, et sa citation est la suivante. « La ronce nous arrête bien souvent au sens propre du terme, que ce soit pour le promeneur, le cueilleur ou l'agriculteur, désarmé devant une telle vitalité d'épines, pour le botaniste, le naturaliste, souvent désarmés eux aussi devant une telle complexité d'identification, la ronce marque souvent la limite de la puissance technique et scientifique des êtres humains. Elle signale la fin du civilisé, reculant et avançant sans fin au gré de nos efforts et de nos relâchements. Puissons-nous savoir profiter de ce temps d'arrêt imposé pour méditer, contempler, rêver, rendre hommage ou grâce à la mère de la forêt, avant de reprendre notre chemin. Je te laisse, on se retrouve dans un prochain épisode.